Bonjour à toutes et à tous. Merci à Lecture en Tête de nous avoir permis d'accueillir Marie Charelle pour cette rencontre au Festival du premier roman des littératures contemporaines. Et merci à vous, Marie Charelle, d'avoir accepté notre invitation. Merci, je suis honorée d'être ici, donc merci beaucoup. C'est gentil, merci. Marie, vous êtes journaliste, notamment pour le journal Le Monde, et vous êtes romancière. C'est cette casquette-là qui va nous intéresser le plus aujourd'hui. Donc en 2021, nous vous découvrons avec Les Danseurs de l'Aube aux éditions de l'Observatoire, un roman inspiré de l'histoire vraie d'un couple de danseurs de flamenco des années 1930, un frère et une sœur qui ont été séparés par le nazisme. Cette même année, vous publiez un premier essai « Qui a peur des vieilles » aux éditions Les Pérégrines. Cet essai interroge sur la place des femmes de plus de 50 ans dans notre société contemporaine. En janvier 2023 paraît Les Mangeurs des Nuits aux éditions de l'Observatoire. Ce roman se déroule dans les grands espaces de Colombie-Britannique, évoque la rencontre de Jack, un conteur de saumon, et Anna, une fille d'immigrés japonais, au cœur de la forêt pluviale où ils apprennent à s'apprivoiser doucement. Pour ce roman, notamment, vous recevez plusieurs prix littéraires, entre autres le prix Ouest-France Étonnant Voyageur et le prix Page des libraires France Bleu. En 2024, donc l'année 2024 voit paraître La fille de Lake Placide aux éditions Les Pérégrines. Vous nous entraînez dans l'univers onirique de deux grandes artistes, Lana Del Rey et Joan Baez, une mythique reine du folk qui vit au cœur de la forêt californienne. Et enfin, en août 2025, moi je vous découvre avec votre 10e roman, Nous sommes faits d'orage, pour lequel j'ai eu un véritable coup de cœur et pour lequel nous vous accueillons en particulier aujourd'hui. Est-ce que vous voulez nous raconter l'intrigue de ce roman, Nous sommes faits d'orage, Marie, s'il vous plaît ? Avec plaisir. En quelques mots, parce qu'il y a beaucoup de sous-intrigues dans ce livre, mais on commence l'histoire avec une jeune femme qui s'appelle Sarah et qui hérite de sa mère une maison. Une maison, c'est un bien grand mot. Une bicoque en Albanie, pays dont elles sont originaires. Et donc sa mère lui lègue cette petite baraque avec un mot qui est « Trouve Elora ». Donc elle part en Albanie, sur les traces de son passé, du passé de sa mère, dans un village très très isolé, qu'elle met un peu de temps à trouver, qui est très très beau et très très désolé aussi. Elle trouve cette maison qui n'a pas beaucoup d'intérêt en soi, si ce n'est que c'est une invitation à découvrir leur passé à toutes les deux et à partir sur les traces de cette fameuse Elora. Donc on va partir avec elle un peu comme une enquête et on va plonger dans le passé et de ce village et de ce pays proche et lointain à la fois, l'Albanie. Et dans un village sans nom, du coup. Quel a été le point de départ de ce roman ? Comment vous est venue l'idée ? À quel moment vous avez pensé à cette histoire ? Qu'il y a eu un déclic ? C'est venu grâce à mon autre casquette, en vérité celle de journaliste, puisqu'il y a quelques années, je suis allée en reportage en Albanie. Ce reportage m'a emmenée dans pas mal d'endroits, notamment dans un village qui ressemble pas mal à celui du livre, et qui m'a marquée et par sa beauté, parce que c'est éloigné dans les montagnes, un endroit assez préservé, et par les histoires des quelques personnes revenues dans ce village qui essaient de le faire revivre et qui m'ont raconté comment elles ont tout lâché quand la dictature est tombée et abandonné ce village pour aller vers une promesse de liberté à l'étranger. Et comment, évidemment, la suite a été compliquée. La promesse de liberté n'est pas forcément aussi belle que l'espoir naissant. Et puis le retour, le rapport compliqué au village, on revient. Donc toutes ces histoires-là, c'était très très fort. En plus, c'était un reportage qui était juste après le Covid, donc au moment où tout se rouvrait. Et donc c'était un concentré d'émotions. Et c'était pendant Les Mangeurs de Nuit où je réfléchissais au roman d'après, vraiment, que ce village revenait tout le temps. Donc je me suis dit que c'est une invitation à en faire un roman. D'accord, c'est parti de là.
Comment avez-vous imaginé vos personnages? Car ils sont nombreux dans ce livre, et notamment des femmes. Moi, j'ai trouvé ces héroïnes flamboyantes. Comment les avez-vous toutes imaginées? Vous êtes partie de Sarah, de Elora à la base? Je ne sais plus exactement qui est venu en premier. Elles sont arrivées en même temps et elles sont nées à la fois des personnes que j'ai rencontrées sur place. C'est un peu un mélange de tout, hein, quand on construit un livre. J'aime bien les métaphores artisanales, quoi. C'est comme construire une maison. On prend des briques un peu partout pour faire un ensemble qui a l'air cohérent. Et ces briques-là, c'est donc et les rencontres et les recherches, parce que j'ai fait beaucoup de recherches aussi sur ce pays, son histoire, ses légendes. Et puis, donc c'est vraiment un moment important pour moi. Et puis à ce moment, on se dit, bon, bah voilà, comment je vais raconter cette histoire? Donc oui, ça a probablement commencé avec Sarah. Et j'avais envie qu'au tout début du livre, le lecteur découvre l'Albanie, un peu comme moi je l'ai découverte en arrivant dans une voiture un peu cahoutante comme ça, et en sortant et en étant pris d'abord par les odeurs, les parfums, les vues à couper le souffle. Voilà. Et après, en déroulant comme ça, il y a eu Elora qui est venue, puis les personnages autour, et puis il y a ce moment aussi un peu joyeux qui j'ai envie de raconter ça, j'ai envie de raconter ça. Mais bon, on suit d'abord le destin des personnages. Mais c'est vrai que c'est un roman en tiroir assez... parce que j'avais envie de raconter beaucoup de choses aussi sur ce pays. Est-ce qu'il y a un personnage auquel vous vous sentez particulièrement proche? Un qui vous a mis mal à l'aise au final et un qui vous a complètement échappé? Ah, c'est une bonne question parce que je crois qu'on aime tous les personnages. J'aime beaucoup Dritan le berger parce que il incarne un peu certainement une part de fantasme que beaucoup d'entre nous ont, c'est-à-dire de vivre loin, détaché de la civilisation. Lui, il est comme ça, il est très lié à la montagne. J'aime beaucoup ce lien très atavique, organique qu'il a à la montagne. Que j'aime pas, non, il n'y a pas vraiment de personnages que j'aime moins. Il y a des personnages moins sympathiques, et tout le travail du livre, ce que j'aime, ce qui est intéressant de faire aussi en tant qu'artisan, c'est que même les personnages de vilains, entre guillemets, ils soient humains et qu'on comprenne leur trajectoire et que ce soit pas le pur mal, parce que c'est pas très intéressant et ça n'existe pas vraiment en vérité. Qu'à un moment les choses soient un peu plus nuancées. Oui. Voilà, ça c'est très intéressant à travailler ces personnages. Voilà, sans s'en dévoiler trop, il y en a un comme ça qui est assez ambivalent et en même temps qui et à la fin pas on si découvre, mauvais. Oui. Et un qui vous a complètement échappé? Non, vous êtes tous maîtrisés. Probablement la Kulchedra, l'espèce de déesse de force primaire qui habite cette montagne et qui est elle-même imprévisible et qui incarne aussi elle incarne presque le climat, quoi. Ouais. La transmission, les héritages, connus ou non, le poids des secrets familiaux sont au cœur de votre livre. Ce sont des thèmes qui vous parlent en tant qu'autrice et aussi personnellement? Oui, sans doute. Les secrets de famille, c'est une matière inépuisable et dans nos vies et dans les romans, parce que dans toutes les familles, il y a des secrets. C'est presque une lapalissade de dire ça. Et là, j'avais à cœur que ce roman-là soit aussi une intrigue personnelle pour Sarah, à savoir oui, elle sait qu'il y a des choses qu'elle ne sait pas. Et c'est presque là aussi, comment on se construit quand on sait qu'il y a des choses qui nous échappent dans notre passé. Peut-être qu'on n'a pas envie de savoir, peut-être que c'est très bien comme ça. Et elle est bousculée par sa mère qui lui dit non, il faut que tu saches, il faut que tu découvres des choses sur Elora, parce que c'est important pour ton futur, ton équilibre, que tu saches. Et elle, quand elle arrive, non, ça va très bien. Elle est solide, c'est une jeune femme équilibrée, elle ne ressent pas ce besoin de creuser. Donc elle est un peu poussée à sortir aussi de sa rationalité par sa mère. Et du coup, est-ce qu'il vaut mieux hériter des paroles ou des silences? Vous avez 2 heures, Marie. Ah là, ça dépend des paroles. Il y a des paroles qui peuvent détruire et contraindre, et des silences, pareil, qui peuvent... je crois beaucoup que c'est important de creuser, de ne pas avoir trop de secrets de famille derrière soi et pas trop de vide, parce que ça peut
ça peut te dévorer de l'intérieur, quoi. Oui. Et ça laisse forcément des traces. Marie, vous avez le don de réunir des cultures qui n'ont a priori rien à voir, comme amérindiennes et japonaises dans votre roman Les Mangeurs de nuit, et ici islandaises et albanaises. Pourquoi lier l'Islande à l'Albanie ? Alors moi, j'ai vu beaucoup de points communs entre ces deux pays. Peut-être que c'est un peu... je suis peut-être la seule à les avoir vus. Il y a les moutons déjà. Oui. Les moutons sont importants en Albanie, sont importants en Islande. C'est important, les moutons en Islande, ils sont libres. Et il y a un rapport à la nature, en tout cas sur ces montagnes albanaises où la force des mythes et légendes est assez importante. Et c'est le cas en Islande aussi. Pour moi, c'est le pays où c'est le plus... flagrant et où les légendes illustrent la façon dont les humains comblent l'inconnu, le mystère par l'imaginaire. C'est-à-dire qu'en Islande, la terre bouge tout le temps avec la géothermie. Il y a parfois des concrétions qui sortent pendant la nuit. Parfois, le sol bouge, des rivières qui bougent. Et donc, dans les légendes islandaises, ces formes qui apparaissent la nuit, c'est des trolls figés par le soleil, surpris. Les choses un peu mystérieuses comme ça, c'est le peuple secret, le peuple invisible, les Uldufog. Donc en fait, ça parle là aussi, ça parle de la terre, quoi. Et il y a un peu ça aussi dans certaines légendes islandaises. Donc j'ai vu des points communs, et c'est un des fils que j'ai tiré avec mes personnages. Et par ailleurs, j'aime beaucoup l'Islande, donc j'avais envie d'en mettre. C'est ce que j'allais vous demander. Du coup, vous avez visité l'Albanie, mais vous avez visité aussi l'Islande. Vous connaissez personnellement ces deux pays, du coup. Vous avez voulu les mettre. Du coup, en lien. Exactement. Oui. Je me suis fait un peu plaisir. Ouais, tant qu'à faire. Dans ce roman, vous faites la part belle à la nature avec de belles descriptions des montagnes sauvages albanaises et la poésie avec notamment un berger gravant des poèmes sur les montagnes. Pour vous, le pouvoir des mots et la puissance de la nature représentent de véritables armes de résistance et de liberté, surtout face à un régime despotique comme en Albanie pendant de nombreuses années. Des armes, c'est une question difficile. Est-ce que les mots sont des armes ? Ce qui est sûr, si on tourne le sujet à l'envers, c'est que les dictateurs, parmi les premières choses qu'ils font, c'est d'interdire certains livres, certains auteurs. Au moment où j'écrivais ces pages, Trump était en train de faire des listes de livres interdits. Donc ça dit en creux ce que c'est le pouvoir des mots et comment certains livres, la poésie aussi, sème de la sédition, de la réflexion, de la liberté, tout ce que détestent les dictateurs. Donc les mots ont ce pouvoir-là et peuvent sauver et libérer des êtres. Est-ce que ça suffit contre un régime, contre la dictature ? Je ne sais pas. Sinon... on n'en aurait plus. En tout cas, d'un point de vue individuel, oui. Et je crois sur le lien entre la nature et la poésie. Je suis vraiment convaincue que ça relève de la sensibilité à la nature et à la poésie relève du même élan chez les individus, qu'on ne peut pas être sensible à l'un et ne pas être sensible à l'autre. En tout cas dans ces personnages-là. Et sur l'histoire des slogans, pour l'anecdote, en Albanie, parmi toutes les choses un peu terriblement folle et cruelle instaurée par ce régime, Enver Hoxha faisait écrire, en tout cas ses sbires dans les villages, faisaient écrire des slogans communistes sur les roches dans la montagne, dans des endroits où absolument personne, à part les Albanais concernés, pouvait les voir. Et c'était vraiment une forme de torture, parce qu'il fallait les écrire, les entretenir. Et plus on était puni, et plus le slogan était long. Et voilà, donc là, ce berger, en l'occurrence, sa forme de résistance à lui, c'est d'abord de les détruire, de les abîmer, et puis après il va les recouvrir de poésie. Ce qui est à la fois un peu, on peut dire un peu absurde comme résistance, comme acte de résistance, parce que là aussi personne ne le voit à part les locaux, et en même temps lui c'est une façon aussi de faire vivre ses poèmes et puis d'embêter ceux qui doivent derrière les retaper, quoi. Justement, ce berger poète, Tritan, dit dans votre roman « Je n'ai que 2 maîtres, la montagne et le ciel, car eux seuls sont source d'émerveillement. Ici, j'oublie les lumières factices de la ville qui entretiennent un désir jamais comblé. J'appartiens à ceux d'en haut. Nous sommes faits d'orage, de pluie et de vent. » Comment et pourquoi avez-vous choisi ce titre très évocateur, « Nous sommes faits d'orage » ?
Ah là là, il y a toujours beaucoup d'histoires derrière les titres. Et ça, c'était pas le premier titre, en vérité, du livre. Il y en a eu plusieurs. À un moment, on était sur Je suis le vagabond révolté. C'est un extrait de poème de Nazim Hikmet que j'aime beaucoup et qui disait aussi quelque chose du livre. Et puis, il y a eu deux moments qui ont fait que ça n'a pas été ce titre. D'abord, au tout début, au moment de construire la bibliographie ou de mettre les références, je me souvenais d'avoir entendu ce poème à la radio. Je fais une petite parenthèse. Et donc, dans le livre de Nazim Hikmet, je ne retrouve plus ce poème. Donc, je me dis, je ne peux pas le mettre dans le livre si je ne suis pas sûre et certaine de la source. Et donc, je cherche, je ne trouve plus. J'achète tous les recueils traduits en français, je ne trouve pas. Donc, je deviens à moitié chèvre. Et donc, je fais, il faut que je trouve. Et donc, j'ai mis un appel sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn. Je cherche ce poème, je sais que c'est de Nazim Hikmet, je ne trouve pas la source, aidez-moi. Comme on lance parfois des cailloux. Et donc, il y a plein de personnes qui ont... D'abord, on regardait évidemment sur ChatGPT. ChatGPT dit n'importe quoi, dit c'est Apollinaire, dit non. Des personnes m'ont dit mais demande, tiens, je connais quelqu'un qui travaille au Printemps des Poètes, peut-être il saura. Bon, toutes les pistes comme ça. Et puis à un moment, quelqu'un me dit mais je suis tombée sur une vidéo de collégiens en Belgique qui lisent ce texte et qui citent Nazim Hikmet. Je me dis déjà, je suis pas la seule, j'ai pas fumé la moquette. Et donc j'écris au prof, pareil en me disant, et il me répond. Oui, j'ai trouvé ce poème, c'est bien Nazim Hikmet dans un vieux recueil sur les poètes révoltés paru chez Gallimard en 92. Je trouve ce recueil, dans ce recueil, c'est écrit la source, c'est les Cahiers du Sud 1935. Ok, je continue. Entre-temps, j'ai écrit à Nedim Gürsel, qui est un écrivain turc qui écrit en français, qui est en France et qui est le spécialiste mondial de Nazim Hikmet. Entre-temps, il m'invite chez lui. Il regarde dans tous les recueils en turc pour essayer de trouver pendant des heures et tout, trop sympa, on ne trouve pas. Et donc les Cahiers du Sud, grâce à la BNF qui a numérisé tous les journaux depuis que les journaux existent presque, enfin assez loin, a des exemplaires de cette revue de poésie des années 30, où on trouve ce poème traduit par un psychiatre turc. Donc je vais voir Nedim Gürsel avec ça et il dit « Mais c'est incroyable, c'était bien un de ses traducteurs ». Et donc ce poème-là est repris dans aucun autre livre, à part ce recueil de Gallimard. Voilà. Entre-temps, après avoir bien réfléchi au sujet, j'ai trouvé que Le Vagabond révolté, ça ne correspondait pas au texte. Parce qu'il y a quelque chose de rude, de jeu, il n'y avait pas la lumière qu'il y a aussi dans ce livre. Et je me suis dit, j'ai quand même envie qu'il y ait la lumière, le souffle des montagnes dans le titre. Et donc, entre-temps, je suis retombée sur cette phrase et avec nos éditrices, on s'est dit, ouais, c'est ça, c'est mieux, quoi. Donc j'ai quand même pu bien citer la source du poème qui est dans les textes. Et entre-temps, on a changé de titre. C'est vrai que c'est difficile le titre parce qu'on a envie que ce soit juste, que ça parle du livre, que voilà. Et c'est parfois un long processus. Oui. D'accord, merci. Pardon pour cette non, aparté. C'est intéressant, je pense. On va passer peut-être sur votre travail d'écriture. Comment travaillez-vous concrètement? Est-ce que vous avez une routine? On sent qu'il y a, comme vous disiez, beaucoup de recherches, de documentation, mais pour s'approprier, je pense là à votre ouvrage, à toutes ces légendes, mythes, croyances populaires, et c'est propre à l'Albanie, l'histoire. Ça a comment vous organisez pour avoir toutes ces sources et cette documentation? Alors oui, il y a cette grande phase de recherche que j'aime beaucoup parce qu'elle est très chaotique, elle est très désordonnée et très joyeuse. C'est un plaisir presque enfantin pour moi parce qu'il y a ce qu'on trouve d'abord sur Internet un peu facilement, ok, des livres d'histoire. Après, il y a les sources cachées, presque celles qu'on ne trouve pas tout de suite. Dans un livre, il y a une référence à tiens, c'est ce vieil anthropologue qui a répertorié tous les mythes et légendes albanaises en anglais, d'aller trouver ce livre sur un vieux bouquiniste. Donc il y a une espèce de chasse au trésor qui me rend complètement dingue. Je dis, j'ai trouvé ce livre. Donc j'accumule tout ce que je peux, des documentaires aussi sur Arte ou sur tout ce qui a trait à l'Albanie de près de loin. Par exemple, je suis tombée sur tout un truc qui expliquait comment les bergers faisaient le fromage.
Donc ça donne 3 lignes dans le livre. À un moment, je me rappelle plus des détails d'ailleurs, j'ai oublié. Comment on fait le fromage, voilà, des choses sur les chants isopolyphoniques albanais aussi. Donc il y a vraiment ce moment où j'accumule plein de choses. J'ai pas mal aussi de documents, de récits d'Albanais qui sont partis, qu'on racontait comment ils sont allés en Italie, comment ils sont allés en Grèce, ce que c'était de vivre sous Enver Hoxha, ce que c'était d'arriver en Grèce quand on est des milliers d'Albanais qu'on ne nous attend pas et qu'on considère comme des immigrés qui arrivent là, dont on ne sait pas quoi faire et qui vont faire les petits boulots. Donc tous ces témoignages-là, puis à un moment, on laisse tout ça de côté. Je dis, mais qu'est-ce que je veux raconter comme histoire? Et toute cette documentation-là nourrit et les anecdotes reviennent. Et c'est vraiment un moment que j'aime beaucoup, quoi. Parce que après, parfois, je trouve des choses que je ne vais pas utiliser ou ça va faire, mais c'est pas grave. Et j'aime beaucoup ce moment parce que c'est comme ça que l'histoire se nourrit et que c'est pas juste une histoire. Je sais pas comment dire. Il y a vraiment pour reprendre la métaphore des briques, c'est toutes les petites briques comme ça qu'on va trouver parce qu'on ne sait pas qu'on les cherche, quoi. Votre métier de journaliste, j'imagine vous êtes dans vos recherches du coup, mais est-ce qu'il influence votre écriture de fiction? Parce que le journaliste, on est dans les faits, le réel, mais est-ce qu'il influence ou pas du tout? Vous avez 2 personnalités, Alors c'est évidemment deux exercices différents, 2 exercices, oui, plutôt. mais avec des outils communs. Et pas seulement dans les recherches, parce que y a des choses très concrètes et des choses très pratiques. Si on prend un long récit journalistique, il y a des techniques de narration, en fait. On raconte une scène, on prend le lecteur par la main, un point A, en lui racontant, tiens, si on écrit un reportage sur un village albanais, on va commencer par décrire le maire, à quoi il ressemble, comment il travaille, et puis après on va dézoomer, et puis on va revenir sur des détails. Donc c'est vraiment des techniques de narration. Et il y a plein de techniques aussi de description très très pratiques. Par exemple, comment on décrit un visage, comment on décrit un lieu, quel genre de détails on va retenir. On a ça dans les 2 exercices quelque part, aussi bien en reportage que dans un livre, dans une scène. Donc il y a des points communs et les 2 sont vraiment intéressants à creuser, à piocher dans l'un, dans l'autre. C'est des techniques, je trouve. Je le constate même. Après, pas tous les articles. C'est sûr que un article sur les taux d'intérêt de la BCE, moins. Quoique, on peut aussi s'amuser à le mettre en scène, une conférence de presse de Christine Lagarde, en faisant des commentaires sur la couleur de ses foulards. Certains font ça, les journalistes. Ils disent, c'était Mario Draghi. Selon la couleur de la cravate, c'était là, il va baisser les taux. Quand c'est une cravate rouge, en général, c'est bon signe. Donc on peut aussi s'amuser à raconter sur des choses a priori arides. Alors là, c'est la technique de narration et tout, mais du coup, ce que je disais, en tant que journaliste, vous êtes sur des faits réels, mais vous avez le pouvoir d'imaginer toutes vos histoires dans tous vos romans. Du coup, vous êtes raconté toujours des histoires depuis toute petite, voilà. Alors oui, ça c'est un autre aspect. Je me suis toujours raconté des histoires. D'accord. Et ça, toujours une imagination assez fertile. Et il y a un autre aspect très pratique entre le journalisme et l'écriture romanesque, c'est que c'est vrai qu'au quotidien, surtout au monde où on est un peu plongé dans tout ce qui va pas bien, quoi. Le soir, mon cerveau switch vraiment dans soit la lecture, soit la conception du récit d'après, et c'est presque un mécanisme de survie, quoi. On éteint l'actu et on passe à l'imaginaire. Et si j'ai pas l'idée, il y a des moments où, quand je suis entre 2 romans, où je sais pas encore sur quoi je vais écrire, et ben je vais pas bien, quoi. Parce que le soir, je rumine l'actu, j'ai pas ce truc de coupe, pense à ton livre d'après, c'est ça. Et juste parfois de savoir sur quoi ça va être, ça suffit à dire. La machine est là et ça. Voilà. Donc il y a une forme d'équilibre aussi mental entre les 2 qui est arrivé tout de suite, quoi. Est-ce qu'il y a eu des passages difficiles, particulièrement difficiles à écrire dans ce roman, qui vous a pris du temps, que vous avez refait, réécrit? Oui, il y en a toujours qui sont plus difficiles. Il y a la scène, il y a un moment où
Dritan, ce berger poète, se confronte au régime, et il y a une scène où il est arrêté. Ça, c'était assez difficile à écrire parce que je voulais que ça soit juste, ce soit pas pas de violence gratuite, parce que j'aime pas trop ça. Les scènes les plus difficiles à écrire et en même temps les plus chouettes à écrire, c'est celles qui sont un peu les scènes plutôt vers la fin du livre, où il y a des problématiques qui se résolvent, qui se bouclent, parfois très concrètement, parfois plus avec des aspects un peu plus mystérieux. Ça, c'est des moments d'écriture où il faut être un peu dans un état particulier, quoi. Je sais qu'il faut que je sois pas trop fatiguée. J'ai pas de rituel d'écriture, de lieu, etc. Mais parfois, je sais que cette scène-là, il faudrait que je sois un peu pas chez moi, que j'ai un peu de temps et que j'arrive à complètement me déconnecter ou à parfois écouter de la musique pour me mettre dans un état un peu second, quoi. Mais à force, je sais que ces scènes-là, voilà, je me les garde pour la fin parce que ça va être aussi un plaisir d'écriture, quoi. Et ça reste toujours un plaisir. Vous écrivez tous les jours ou vous faites vraiment une pause pour vous lancer dans ce roman? Du coup, vous mettez de côté le métier de journaliste et vous vous lancez, ou c'est un peu tous les jours? Alors, tout est un peu entremêlé, Okay. parce que le journalisme me prend beaucoup de temps. C'est plutôt par l'écriture, c'est plutôt des grandes séquences. Il y a le grand moment des recherches, où il y a des choses d'écriture qui arrivent aussi. Un grand moment que je construis avec un plan assez détaillé. Et ce plan détaillé me permet, dès que je me lance dans l'écriture, d'écrire dès que je peux, dès que je vole du temps au journal, parfois le soir, parfois le week-end. Voilà, l'écriture prend tous les espaces que me laisse le reste. Et j'aime bien ça, parce que je crois que cette forme de contrainte aussi, en tout cas, me correspond bien. Donc vous disiez une trame, du coup, auquel vous êtes fidèle tout le temps, ou à un moment donné ça va dévier, ou la fin sera différente de celle que vous aviez imaginée? Oui, on dévie toujours. Ouais, toujours. Et c'est bien. C'est bien. On dit souvent des écrivains qui laissent une part d'eux-mêmes dans leur roman. Y a-t-il une part de vous, Marie, dans ce roman? Et en même temps, est-ce qu'il a laissé quelque chose en vous que vous n'aviez pas prévu? Une part de moi, je ne saurais pas dire. Il y a un peu de moi dans tous les personnages, probablement. Parce qu'ils sont ressortis de mon corps. C'est bon, c'est des enfants. Et ce que ça apporte, pour moi, les livres, c'est vraiment c'est l'aventure initiale qui est celle des recherches et des rencontres et de tout ce que va déclencher un livre. Pour une autrice qui est à l'origine une petite fille introvertie et qui du coup va creuser des choses et rencontrer des gens. Je ne serais jamais allée chez Nedim Gürsel boire de l'ouzo si je n'avais pas ce livre. Voilà, je ne serais jamais allée. C'est ça, c'est que je ne vivrais pas ça s'il n'y avait pas les livres. Donc c'est aussi quelque part, comme le journalisme, on a une casquette, on dit bah voilà, faut que j'aille voir ces personnes. C'est pas moi, c'est la journaliste. Et donc on le fait. Le livre, il y a ça. Et puis à chaque livre, j'essaye d'explorer des choses, des terrains que je n'ai pas encore expérimentés dans l'écriture aussi. Je me dis là, je vais essayer d'être... alors, j'ai pas complètement réussi. Là, l'idée, c'était je vais m'attacher à un seul lieu. Je vais pas aller sur tous les continents, balader, parce que c'est facile de faire du mouvement quand on est dans le mouvement dans le livre. Là, je me dis, je vais essayer de rester dans le village. Donc, finalement, on va un peu à Tirana, on va un peu en Islande, mais pas trop quand même. On est très... à chaque fois, j'essaye quelque chose de nouveau pour essayer de devenir un meilleur auteur aussi, de me dire ça, il faut que j'essaye, que je sorte de mes zones de confort. C'est un moteur à chaque fois d'apprendre, quoi, par l'écriture, parce qu'on apprend en écrivant, je crois aussi. Qu'aimeriez-vous dire aux lecteurs qui n'ont pas encore découvert Nous sommes faits d'orage? Ce sont des vrais chanceux, hein, vraiment. C'est l'occasion de découvrir un petit bout de ce pays qui est proche, qui est dans notre histoire européenne au sens large et qu'on ne connaît pas bien et qui est fascinant comme toute cette région de culture, d'une richesse incroyable et de douleur et d'émotion. Et voilà, je pourrais en parler très longtemps. Et puis c'est aussi une histoire de famille, un récit de secret de famille. Même si on ne s'intéresse pas à l'Albanie, on peut voir cet aspect-là.
Une histoire de famille, une histoire d'amour, d'amitié aussi. Aussi. C'est aussi l'histoire d'une adolescente, et c'est en ça que les personnages adolescents sont intéressants, d'une jeune fille qui veut s'émanciper et qui veut vivre sa vie et qui veut envoyer bouler ses parents, comme tous les ados, quoi. Sauf que quand on est dans un village d'une culture un peu assez patriarcale et en plus dans un pays sous dictature, ça fait pas mal de contraintes pour y arriver. Mais elle va essayer quand même. Et quelle image, quel sentiment aimeriez-vous, espérez-vous qu'il reste dans l'esprit de ceux qui ont déjà lu Nous sommes faits d'orage? Ces montagnes et toute la lumière et la liberté qu'elles inspirent à ces personnages. Et j'espère aux lecteurs. Oui. Bah, moi, c'est ce qui m'est resté, un apaisement aussi, du coup. Et, donc, ok, bah, vous avez gagné votre pari avec moi, Super. En tout cas. Travaillez-vous sur un nouveau projet? Oui, le roman d'après est déjà là. Il occupe mes nuits, il occupe tous mes espaces mentaux. Donc, je ne me suis pas encore plongée dans l'écriture, mais je suis justement dans cette phase euphorique de j'ai trouvé des livres à l'autre bout du monde. Voilà, donc je suis dans la phase de recherche. On a hâte. Pour ce roman, Nous sommes faits d'orage, vous avez choisi de changer de maison d'édition. Ainsi, vous avez participé à la naissance d'une nouvelle maison d'édition, les Léonides, en août 2025. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu des Léonides ? Oui, bien sûr. Alors, j'ai changé sans rien changer en même temps parce que j'ai suivi mes éditrices qu'on crée cette maison. Voilà, je ne me suis pas posé de questions, quoi. J'ai dit, tu viens ? Bah oui. Et c'était c'est une super aventure de voir comment on crée une maison de A à Z, de les voir choisir le nom, choisir la charte avec cette petite marche d'escalier, s'installer dans des locaux, être dans les cartons. On vit pas ça 2 fois dans une vie, enfin je crois pas. Et voilà, donc je suis très heureuse que cette maison soit née, soit lancée et plutôt sur des bons rails. Ouais, je les remercie d'avoir permis de vivre cette aventure avec elle, quoi. Du coup, juste en rapport avec la maison des Léonides, est-ce que vous voulez évoquer cette nouveauté qui est parue là début mars, Ravi au monde, de Nelly Moussevos et Sylvie Bianchi? Il me semble que vous avez participé aussi un peu. Ah là là, c'est un roman. C'est pas un roman. C'est un document extraordinaire, puisque c'est un livre en 2 parties. Et une des parties est un journal écrit par une femme qui s'appelle donc Nelly, qui était une cantatrice résistante belge, qui a été déportée à Ravensbrück, qui est déjà une plume extraordinaire parce qu'elle c'était une artiste, mais elle écrit merveilleusement bien. Elle a écrit sur son expérience concentrationnaire, et elle a écrit sur une femme qu'elle a rencontrée à Ravensbrück. Et elle écrit cette rencontre, elle écrit comment cette rencontre l'a aidée à survivre. Et puis après, toutes les deux ont survécu, ce qui est déjà incroyable. Et après la guerre, toutes les deux se sont retrouvées et sont parties. Et n'ont pas pu faire autre chose que vivre ensemble. Et c'est une histoire assez extraordinaire et très, très émouvante, sur lequel il y a eu un documentaire qui s'appelle Nelly et Nadine. Et donc, il y a ce livre qui sort avec ce journal, cette langue incroyable, et une autre histoire dans l'histoire, les secrets de famille. Sylvie, la petite fille de Nelly, un jour, sa mère lui a dit, voilà le journal de ta grand-mère, qu'elle a connu, sa grand-mère, sa mamie, quoi, sa mamina, au coin du feu, mamie, quoi. Et puis elle découvre que cette grand-mère a eu cette vie extraordinaire avec cette femme, et elle découvre des mâles avec des documents, les photos, des films, les rites de ça, quoi. Et donc elle a écrit aussi un bout du livre pour raconter qui était sa grand-mère et comment et toutes ces mâles, ce trésor, voilà. Donc c'est un livre vraiment incroyable à plein d'égards parce qu'il y a cette histoire hors du commun, il y a cette plume extraordinaire, il y a les photos, et puis il y a plus beaucoup d'inédits de textes qu'on retrouve comme ça écrits sur Ravensbrück, quoi. Et c'est beaucoup plus que ça. Et le documentaire aussi est incroyable parce que voilà, on entend des extraits du journal et on est pris par cette langue et on se dit waouh, qui dit ces mots? C'est elle. Merci. Est-ce que vous voulez lire un extrait de Nous sommes faits d'orage? Avec plaisir. Oui.
Le village sans nom s'accroche au flanc du dernier plateau accessible avant les Hauts-Monts, si éloigné de tout que le reste du monde a oublié son existence. La vingtaine de maisons éparpillées sur la Sommière sont coupées de la vallée par une périlleuse crête, le passage des morts. La rumeur raconte qu'une malédiction fauche la vie à ceux qui osent jeter un regard vers le ravin. À l'entrée du passage, un drogue se dresse, droit comme un menhir. Les nuits de pleine lune lui taillent une silhouette presque humaine. Ceux qui y vivent là l'ont baptisé le rocher des peines. Lorsque l'un d'eux décède, ils se recueillent à ses pieds pour y verser leurs larmes. Les gens du village cultivent des croyances singulières et subsistent grâce à leurs petites exploitations. Tous font preuve du caractère particulier des auteurs. Solitaires, méfiants et drôles, car seul l'humour, doublé d'un certain sens de la tragédie, permet de tenir sur ces sommets où le travail assomme les corps de l'aube au crépuscule. La plupart aiment avec ferveur ce quotidien rude. Le plateau ne leur offre pas seulement la beauté indécente des hauteurs. Ici, ils n'ont de compte à rendre à personne. Dans leur modeste jardin, ils cultivent une indépendance de corps et d'esprit farouche. Les rares villageois qui ne supportent plus la vie spartiate du hameau rejoignent la vallée nichée dans l'ombre. Certains entament des études dans les grandes villes, d'autres dégotent un logement confortable à Tirana. Mais quels que soient leurs efforts, quels que soient les charmes que la capitale déploie sous leurs yeux, le souvenir du village sans nom ne cesse de les hanter. Ils portent le même secret. La mémoire des vendettas ancrée dans leur chair. Leur âme est trempée à l'outre noir, cette matière née de l'ombre et de la lumière mêlée par laquelle le malheur des prophéties anciennes s'abat. Merci Marie. Est-ce que vous avez des questions, des impressions pour les personnes qui ont lu ? C'est à vous si vous avez envie. Non, pas de questions. Est-ce que... Ah. Je suis intimidé en même temps. C'est pas facile de poser une question comme ça. Mais quand vous parlez du titre, nous sommes faits de rage, j'entends presque, nous sommes tous faits de rage. Et je me posais la question quand vous avez rencontré, puisque vous me dites, je m'en doutais un peu en tant que lecteur, que vous êtes immergé effectivement dans ce village. Quand vous avez rencontré les personnes qui ont vécu là, alors je ne sais pas quelle génération vous avez pu rencontrer, mais si c'est des générations qui ont connu effectivement l'enfermement, je vais dire psychique, de la lourdeur et la pesanteur, l'enfermement du régime politique d'alors, je me suis dit, mais comment aujourd'hui ils ont traversé ces orages, quoi. Qu'est-ce qu'il en reste? Comment ils se reconstruisent? Parce que bon, on entend. Bon, moi, en plus, ça fait écho à mon histoire, à mon histoire, à l'histoire des gens de mon époque. Je sais pas parce que j'étais un peu 68 art. Et puis l'Albanie pour nous c'était un modèle de révolution. Bon, on en est revenu. Ce qui m'intéresse, alors, c'est vos rencontres. Qu'est-ce que vous avez perçu? Qu'est-ce que vous avez entendu? Comment ces personnes-là sont sorties de ces orages? Alors, il y a des orages, des histoires personnelles qui se mêlent aussi à ça, des histoires de famille, mais il y a aussi l'orage du passage de l'ombre, de l'orage lui-même, à la lumière, à la montagne, avec toutes ses beautés, comment ils se sont reconstruits, quoi. Je sais pas si... Si, c'est très clair. C'est difficile de faire une réponse générale parce que ça dépend beaucoup des destins et de ceux qui ont... tous les Albanais connaissent quelqu'un de près ou de loin qui a été enfermé dans des prisons politiques, parce que tout le monde allait en prison pour un oui, pour un non, on a trop regardé vers la frontière, on a écouté un disque trop longtemps, on a coupé un discours d'Enver Hoxha un peu trop tôt. Enfin, il y avait une délation et une culture de la prison politique assez forte, donc il y a beaucoup de blessures. Il y a un travail de mémoire qui n'est pas fini, parce que ça prend des années sur retrouver qui a disparu où. Donc il y a ce travail-là. Il y a beaucoup de
de choses qui se sont compliquées, qui ont été très compliquées au moment de l'ouverture de l'économie aussi, parce que ça a été le chaos. Il y a eu après une crise financière. Comment les gens traversent les orages? Déjà parce qu'on n'a pas le choix, on survit. Il y a les enfants, il faut reconstruire. Il y a tous ceux qui sont partis et qui ont vécu le déclassement des immigrés, quoi. Par exemple, des personnes que j'ai beaucoup aimé rencontrer, c'était un francophone incroyable, parce que Enver Hoxha était francophone. Donc il y a une filière comme ça. Il parlait très très bien français, il était professeur de français. Quand il est parti en Grèce, il s'est retrouvé chauffeur de taxi. Donc tout ce truc de... on arrive, on n'est pas attendu et on devient femme de ménage, etc. Tous les petits boulots qu'ont fait les Albanais en Italie, en Grèce notamment. Il y a ceux qui reviennent, le pays est libre, maintenant l'économie va mieux. C'est compliqué de répondre. Il y a des optimistes, il y a des fatalistes, au sens vraiment fataliste. On fait, on revient. Mais il y a quand même aussi beaucoup ce fantasme de partir, quoi. Notamment chez les jeunes, il y a toujours une immigration très très élevée. On va travailler en Europe de l'Ouest, en Allemagne, parce que l'écart de niveau de vie est quand même très élevé, quoi. Après, là, depuis quelques années, c'est très étrange parce que le pays s'ouvre au tourisme très très vite. Enfin, un peu comme de manière générale en post-Covid, il y a une espèce d'euphorie touristique complètement délirante dans toutes les régions méditerranéennes, en France aussi. Mais là-bas, c'est très très fort. Donc cet afflux de visiteurs, ça déséquilibre un peu aussi les choses. Et c'est vrai que ça dépend des âges. Dans les plus vieux, entre guillemets, parfois une forme de nostalgie aussi. Chez les plus jeunes, ceux qui sont nés après, c'est un peu la préhistoire pour eux. Et en même temps, ça marque quand même leurs parents. Voilà, donc c'est difficile de faire une réponse générale. Je ne suis pas sûre d'avoir répondu complètement... Beaucoup se rendaient compte que, alors pas tous, mais il y avait surtout vers la fin des fissures, quoi, sur ce mythe, l'Albanie c'est le paradis et ailleurs c'est l'enfer, parce que certains apercevaient les côtes grecques au loin, et les lumières et les bateaux. Donc c'est vrai que pour certains, en partie, ce choc de découvrir l'ampleur du mensonge et l'ampleur de la profusion de biens de consommation à l'ouest, et puis tout d'un coup, quand ils sont arrivés d'un coup comme ça, avec le positif et le négatif que ça apportait. Mais c'est vrai que ce choc-là, c'est déstabilisant comme pour tous ceux qui ont vécu dans le bloc, quoi, de vivre dans la privation tout en étant bercé de contes. C'est le paradis, ailleurs c'est l'enfer, et puis découvrir que c'était l'inverse, avec tout un tas de nuances et de choses plus compliquées que ça, évidemment, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur? Oui. C'est une bonne question. Il y a pas mal de tabous encore ou de non-dits sur ceux qui étaient du côté des bourreaux. Parce que après, quand le pays s'est reconstruit, c'est un peu comme aussi l'Allemagne d'après-guerre, où il y a tout un tas de personnes qui étaient là, qui sont restées là et qui ont reconstruit le pays. Et donc, il y a encore pas mal de dossiers qui ne sont pas ouverts. Comme je disais, ce travail de vraiment creuser qui était responsable, parce qu'il y avait tout ce système de délation aussi, de police politique, qui a participé ou pas, qui a fait un tout petit truc ou pas. Il y a eu un moment là, d'abord, on se concentre sur reconstruire le pays. Donc tout le monde met la main à la pâte, quoi. Mais qui a fait quoi, qui est responsable, c'est encore un travail pas complètement fait, quoi. Oui, il y a pas de, c'est pas vraiment,
pas vraiment un sujet de discussion. Ouais. Il n'y a pas de division nationale sur ça, vraiment, en fait. C'est un pays assez, par ailleurs, assez homogène. C'est pas un pays où il y a beaucoup de minorités avec des grosses divisions. Les vendettas, c'est un sujet tellement compliqué. Parce que donc il y a une partie des vendettas qui était liée à la tradition du Kanun, qui était un code de vie très, très détaillé, très élaboré. Aujourd'hui, il y a des formes de vendetta qui sont plus mafieuses, qui n'ont pas grand-chose à voir avec le Kanun, ou peut-être un peu, on ne sait pas trop. C'est un sujet un peu compliqué. Il y en a moins qu'avant, mais alors je ne saurais pas qui pourrait dire précisément l'ampleur. Et après, on rencontre encore des Albanais aujourd'hui qui sont partis parce que pour des histoires de vengeance comme ça, quoi, qui sont encore récemment, quoi. Ou à des choses plus mafieuses ou pas. Enfin, c'est un peu difficile de démêler. Et il y a et ouais, tout ça, ça se mélange un peu aussi avec le désir de partir et de vivre une vie meilleure ailleurs, quoi. Mais sur fond de je dois partir parce que ma famille est en danger. On entend encore des histoires comme ça, quoi. Mais je suis pas sûre que c'est beaucoup de rapports avec le Kanun encore. Allez-y, monsieur. Curieusement, en Albanie, il y a une présence française. On connaît des personnes qui ont tenu des écoles françaises en Albanie. Et puis l'Albanie, pour moi, je suis d'un certain âge, c'est quand même le général de l'armée morte. Bien sûr, ça a été un marqueur dans les années 70, c'est ce que je disais à mes voisines, Navi Hikmet a été chanté par Yves Montand. Moi, c'est le souvenir de ces années-là que j'ai de l'Albanie. C'est vrai qu'il y a une présence française, de par cette culture française du dictateur qui a fait ses études à Montpellier, etc. Et là-bas, on rencontre des Français qui étaient là avant la chute du régime, qui étaient là après, et qui ont créé une partie de l'économie albanaise aussi, surprenamment. Je ne sais pas expliquer pourquoi, au-delà de ça, mais parce que il y a aussi beaucoup de présence italienne de par l'histoire et grecque, mais c'est vrai qu'il y a une culture, un filon francophone et francophile. Et régulièrement, je rencontre des Français, plutôt de votre génération, qui me disent « Je suis allée en Albanie en 1987 avec... je dis « Mais c'est incroyable parce qu'il n'y avait pas beaucoup de tourisme, vraiment pas. » Et il y a quand même eu des petites... voilà. Et puis à un moment, il y a des fonctionnaires européens aussi qui arrivaient avant la chute du régime pour préparer des élections. Voilà, donc il y a plein d'histoires françaises en Albanie, c'est vrai. Et puis il y a Kadari, qui est très populaire ici aussi, quoi, le grand écrivain albanais. Du coup, ça va au niveau des questions? Oui. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Charelle. C'était très, très... Merci à vous pour cette invitation. Merci.